L'atelier politique, Frédéric Rivière. Bonsoir et bienvenue dans l'atelier politique. L'ambition de cette émission est de ne pas s'arrêter à l'actualité immédiate, mais de prendre le temps de réfléchir aux grands sujets qui traversent et traverseront la France et le monde aujourd'hui et dans les prochaines années. Ce soir, c'est Raquel Garrido qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Frédéric Rivière. Vous êtes députée de Seine-Saint-Denis, élue en 2002 sous la bannière de la NUPES. Vous avez cofondé le parti de gauche avec Jean-Luc Mélenchon en 2008. Vous avez été chroniqueuse dans plusieurs émissions de télé et de radio. Vous avez donc une certaine expérience, peut-être même une solide expérience des plateaux et des studios. Et vous êtes avocate. Cette émission, je le précise, est enregistrée dans les conditions du direct. Et donc, vos propos ne feront l'objet d'aucun montage. Nous sommes ensemble pour environ 3 quarts d'heure et vous allez donc avoir du temps pour développer vos idées. Cette émission, je vous l'ai dit, s'appelle l'atelier politique et j'aimerais donc vous demander, comme je le fais à chacun de mes invités, quel est votre outil préféré ? Alors sans surprise, je dirais que ce sont mes cordes vocales. Parce qu'en tant qu'avocate, en tant que députée et en tant que femme, c'est un outil que je dois travailler tout particulièrement. Et par exemple, récemment, j'ai consulté une phoniatre. C'est une médecin de l'ère de l'ORL, mais qui est vraiment spécialisée sur les cordes vocales parce que j'avais eu une extinction très grave de voix en janvier. Ça m'avait préoccupée, donc je m'en occupe. Et ma sœur est chanteuse, donc dans la maison, on s'occupe de notre voix. Donc vous voyez vos cordes vocales comme un outil, comme Absolument. Un violoniste verrait les cordes de son violon comme une forme d'outil mais aussi. Tout à fait, vous savez que ça fait partie des grandes inégalités dans la politique entre les femmes et les hommes, c'est que les hommes ont des cordes vocales plus longues, en fait elles sont que les femmes qui sont plus courtes, ce qui donne aux femmes moins de capacité d'aller dans les graves et parfois dans les aigus, mais plus c'est court, on peut aller que dans les aigus. Et c'est ce qui va créer parfois dans les débats politiques qu'on entend à la radio ou à la télé, une sorte de son que le public, même féminin, a du mal à supporter. Et souvent, quand les femmes prennent un peu d'autorité, parlent un peu plus fort, augmentent le volume, s'affirment, pour l'auditrice, l'auditeur, le téléspectateur, les gens vont se dire mais j'ai l'impression de me faire engueuler par ma mère, quoi. Donc il y a quelque chose d'inconscient qui fait qu'on rejette la voix des femmes. Et donc, c'est quelque chose que je prends très au sérieux. Ce que je n'ai pas mentionné, Raquel Garrido, c'est que vous êtes franco-chilienne, vous êtes née au Chili, que vos parents ont fui sous la dictature de Pinochet, et que vous êtes passée par le Canada, où vous avez vécu de nombreuses années, avant d'arriver en France, à l'âge donc de 14 ans. Qu'est-ce que vous avez gardé comme souvenir et retiré comme expérience de ce passage, notamment au Canada ? Bon, nous sommes arrivés au Canada quand j'avais moins d'1 an, avec mes parents, qui avaient été précédemment emprisonnés. Mes parents ont été emprisonnés comme de très nombreux jeunes lors du coup d'État du 11 septembre 1973 contre le président Salvador Allende. Et à cette époque, tous les jeunes qui soutenaient Salvador Allende étaient raflés. Dans le cas de mes parents à Valparaiso, où nous habitions, ma mère a été emprisonnée en octobre 73, vraiment dans la foulée du coup d'État, enceinte de moi. Et mon père a été emprisonné en novembre. Et eux, ils ont été relâchés. Mais dans ma famille, tout le monde était engagé, notamment à la gauche révolutionnaire. Il y avait un mouvement qui s'appelait le MIR, Movimiento de la Izquierda Revolucionaria. Et donc, tout le monde a été persécuté, enfermé, torturé. Quand je dis tout le monde, c'est de nombreux oncles et tantes. Et donc, nous, on a fini par partir au Canada. En mars 75, nous sommes arrivés en Ontario, à Toronto. Et je suis allée donc à la crèche de là-bas à Toronto. C'est là où j'ai appris à parler ma première langue sociale qui était l'anglais. Et ensuite, mes parents ayant repris leurs études, on a fini par atterrir à Montréal. Quand je suis arrivée à Montréal à l'école maternelle et j'ai appris le français dans ce qu'on appelle en France une classe clean, c'est-à-dire pour non francophones. Et voilà, donc pour moi, l'Amérique du Nord, c'est ce qui m'a matricée en tant qu'enfant et aussi en tant qu'adolescente. Je suis d'ailleurs assez gringa, je pense, dans mes façons d'être, dans mon idiosyncrasie. Je pense que c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup joué des tours en France parce que j'ai un côté un peu girl next door, une sorte de familiarité un peu nord-américaine qui est inusuelle en France. Et parfois, les gens prennent
peut-être, mes interprètes, mes attitudes, mes paroles, parce que j'ai tendance à être finalement très premier degré dans mon rapport avec les gens et être dans une proximité qui est très nord-américaine, voilà. Et puis surtout, de l'Amérique du Nord, ce que j'ai toujours gardé pour moi, c'est le contraste avec le modèle français. Quand je suis arrivée en France en 88, François Mitterrand venait d'être réélu une deuxième fois. Et alors, ça parlait politique dans la salle de classe. J'étais dans les Yvelines. Et ça, pour moi, c'était une grande différence. En Amérique... C'était dans les Yvelines, près de Versailles, c'est ça, J'étais au lycée à Saint-Germain-en-Laye, au lycée qui s'appelait à l'époque Marcel Roby. Et je me souviens, dans ma classe, les gens disaient qui avait voté Mitterrand, qui avait voté à droite. C'était surtout à droite, là-bas. Et mes parents trouvaient ça fascinant que des jeunes de 14 ans parlent politique, parce qu'au Canada, on parlait pas politique. Nous, les ados, les enfants, ça parlait pas politique. Et j'ai découvert progressivement la vie politique française. À l'époque, c'était donc Mitterrand le président. Et mon premier engagement, ça a été en 1990 pour un grand mouvement lycéen pour l'école, en fait. Et donc, on était contre Lionel Jospin, ministre de l'Éducation nationale. Ma première grande manif, ça a été contre Lionel Jospin. Et c'est là où j'ai dû comprendre qu'être à gauche, c'était pas non plus tout avaler, tout cru. Tout ce qui procédait de la gauche, il fallait aussi avoir sa propre analyse. Et finalement, très tranquillement, je vais devenir membre du Parti socialiste, mais de la gauche du Parti socialiste, en passant par qu'on a appelé la gauche socialiste. Oui. Alors, vous n'êtes devenue française qu'à l'âge de 25 ans. Oui. Pourquoi donc, c'est-à-dire à peu près 9 ans ou même un peu plus, 11 ans après votre arrivée en mais France, parce que c'était la croix et la bannière. Voilà, le désir existait. Mais pour moi, j'étais française. J'étais militante depuis 1990. Je faisais toutes les élections législatives, municipales, etc. J'étais élue dans ma fac, au conseil du FR, au conseil d'administration de l'université Nanterre quand j'y étais. J'étais vraiment une militante très, très, très engagée. Pourtant, j'avais pas le droit de vote. Et quand je présentais donc les demandes de naturalisation, il manquait toujours quelque chose. Il manquait le relevé de compte du mois de mai 1992. Il manquait le certificat de scolarité du 2e trimestre de la 3e. Et de sorte que je n'ai jamais réussi à être française par la voie de naturalisation. Quand je dis jamais, c'est jamais. Il a fallu finalement que je me marie. Avec Alexis Corbière. Alors, c'était pas un mariage blanc, c'était plutôt un mariage rouge. Mais ça n'est que dans la conséquence de mon mariage que je suis devenue. Ce qui, pour moi, est une grande humiliation parce que je pensais vraiment avoir à mon propre titre cette nationalité. Et ce qui prouve que toutes les personnes, tous ceux qui disent que c'est facile d'être français, tous ceux qui disent que c'est facile, qu'on donne la naturalisation à tout le monde, que c'est facile d'immigrer en France, que la France est une grande passoire, mais se trompent lourdement. Même ma petite sœur, Tatiana, qui, elle, a vécu comme moi en France, qui est partie vivre ensuite avec mes parents au Brésil, qui a fait toute sa scolarité dans les lycées français, etc., n'a pas de carte de séjour en France, n'a pas de droit de vivre en France. Est-ce que cette histoire familiale, donc un peu chahutée, est à l'origine de vos combats et de vos engagements politiques ? Oui, c'est sûr que je suis comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. L'exil, pour mes parents, a été à la fois marqué par la dépolitisation, dans le sens où mes parents n'avaient plus envie de s'engager dans les partis parce qu'ils avaient été extrêmement affectés par le coup d'État. Ma mère avait peur. Quand j'étais au Canada, ma mère me disait « il ne faut pas dire aux gens qu'on est de gauche ». Elle avait peur que la police secrète ou que sais-je vienne nous tuer au Canada. Donc elle a été marquée très longtemps par cette crainte-là. Mais mes parents aimaient chanter, étaient très forts pour chanter et animaient ce qu'on appelle les peñas. C'est-à-dire le mot espagnol peña, c'est la fête. Et donc il y avait des fêtes dans l'exil, des fêtes de solidarité. Et donc mes parents chantaient toute cette musique de l'exil, la musique de l'émancipation, des luttes chiliennes, latino-américaines. Et ma sœur et moi, on devait faire la 3e voix, la 4e voix. On devait apprendre les chansons par cœur, chanter juste. Et donc, c'est comme ça que je me suis fait ma géographie, d'abord ma géographie tout court, c'est-à-dire comprendre les différentes villes du Chili, les paysages, les volcans, l'océan, les Andes, toute la géographie aussi de l'Amérique du Sud, aussi tous ces grands personnages de la libération, que ce soit au Mexique, que ce soit au Venezuela, en Colombie, toutes ces grandes figures de l'indépendance, je les ai apprises grâce à la musique et évidemment les notions politiques, la justice sociale, l'antiracisme. L'antiracisme était très chanté dans cette musique-là
Et tout ça, je l'ai intégré grâce à la musique. Je le disais tout à l'heure, vous avez cofondé donc en 2008 le Parti de gauche avec Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que vous êtes un peu en délicatesse avec Jean-Luc Mélenchon. En raison notamment, puisque vous l'avez dit publiquement, de la manière dont est gouverné ce mouvement, la France insoumise. Est-ce que c'est la seule raison, cette histoire de gouvernance, ou est-ce qu'il y a aujourd'hui de vraies divergences de fond avec la France insoumise telle qu'elle est incarnée par Jean-Luc Mélenchon? Bon, moi, j'ai consacré les dernières 30 années de ma vie au combat politique. Je ne suis élue que depuis 2 ans, donc j'ai fait tout ça en tant que citoyenne engagée, militante, bénévole. Pour les raisons que je vous indiquais, je pouvais même pas me présenter aux élections déjà pendant les premières 10 années de mon engagement politique. Donc, je me pose la question, maintenant j'ai 50 ans, je viens d'avoir 50 ans, je me pose la question voilà, je regarde un peu dans le rétroviseur et je n'ai pas envie d'avoir fait tout ça pour donner les clés du camion à Marine Le Pen en 2027. Je suis très inquiète de cela. Vraiment très, très inquiète. Je voudrais pas me retrouver, après avoir fait l'exil, avoir été forcée à l'exil par les fascistes chiliens, me retrouver en France avec un gouvernement d'extrême droite et devoir me poser la question de savoir si mes enfants sont en sécurité ici, quoi. Vraiment. Donc, je me dis que c'est le moment d'avoir un grand sens des responsabilités, de loyauté par rapport à tout ce qu'on a construit. Et je trouve que ce qui a été réalisé par Jean-Luc Mélenchon, et pas lui, hein, c'était une équipe et j'en faisais partie, est extraordinaire dans le sens où on a réussi à tourner la page de la social-démocratie libérale, à la sauce Hollande, Cazeneuve-Valls et tout ça, en recentrant le programme de la gauche unie sur un programme vraiment de justice sociale, de préservation de la planète, de démocratie, 6e République. Et ça, c'est un acquis. C'est-à-dire, le programme de la NUPES, il nous fait mandat. Moi, je suis députée NUPES, comme les 150 autres collègues qui sont des députés NUPES. C'est à ce titre-là qu'ils ont été élus, dans ce cadre-là. Donc, c'est un programme et une stratégie unitaire. Alors, aujourd'hui, la stratégie unitaire, elle est en morceaux. On est actuellement en campagne les uns contre les autres aux élections européennes. Je le déplore, nous sommes très nombreux à le déplorer. Mais l'unité, ça se travaille. Voilà. Et je suis absolument convaincue qu'on peut gagner en 2027, que la gauche peut battre l'extrême droite au second tour. Et pour ça, il faut se mettre dans un état d'esprit de fabrication de ce commun. Voilà, c'est là que réside fondamentalement mon désaccord actuel avec Jean-Luc Mélenchon. Ce sont des accords qui sont rationnels et qui doivent pouvoir vivre dans tout collectif politique. On reviendra un peu plus tard à quelques points précis, sans doute, de désaccords ou d'accords, on verra, avec Jean-Luc Mélenchon. Mais nous allons nous lancer maintenant dans une sorte d'auscultation de la France, en quelque sorte. La France aujourd'hui, la France maintenant. Si je vous demandais, Raquel Garrido, pour commencer, et pour, au fond, tenter d'être optimiste, de me dire ce qui va bien en France, qu'est-ce que vous diriez ? Mais la France est un pays qui est lumineux par ses grandes références historiques et politiques. Je vous le disais tout à l'heure, moi je viens donc d'Amérique, et singulièrement d'Amérique du Nord. En Amérique, par exemple, la laïcité n'existe pas. Donc, tout le monde doit être affecté à une religion avant d'être citoyen. Tout le monde doit être affecté à une communauté avant de faire partie d'un tout qui est le tout national. Et ce qui est très puissant en France, c'est que le tout national français est rattaché à l'histoire républicaine de la Révolution française. De sorte que c'est très facile, premièrement, d'être français, comme moi, comme je suis vraiment la preuve de cela. Et à la fois, c'est indestructible comme commun. Si vous voulez, par exemple récent, pendant le mouvement des retraites, contre la loi Macron qui portait l'âge légal de la retraite à 64 ans, ce que vous disaient les études d'opinion, c'est que vous aviez 93% des salariés qui étaient contre la loi. Ce sont des niveaux d'hégémonie culturelle qui n'existent dans aucun autre pays du monde. Un attachement à l'égalité, vraiment un sous-jacent de fraternité qui est très fort. Et alors, bien sûr,
la contre-attaque, la contre-révolution a toujours existé dès le début. Dès le début, il y a eu une guerre civile quand même à la Révolution française. Et dans l'histoire de France, qui n'est pas linéaire, il y a toujours eu des tentatives de remettre en cause cette propulsion républicaine à la fin du XVIIIe siècle. Donc, ça va prendre la forme du retour de la monarchie, ça va prendre la forme de l'empire, ça va prendre la forme évidemment du pétainisme, etc. L'extrême droite française est une continuité de cela. Mais je trouve que les anticorps français sont là, ils sont puissants, et simplement il faut qu'on se méfie, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une vieille ruse de l'oligarchie, c'est-à-dire de ce grand courant aristocrate qui traverse la France depuis des fonds des âges, c'est qu'ils arrivent à trouver les moyens de nous diviser entre nous autour de bêtises qui sont la religion, la couleur de peau, la provenance géographique. C'est une vieille ruse. Regardez les États-Unis, la ségrégation, etc. De dire, je suis dans la difficulté sociale, c'est la faute à qui? Ça va être à ma voisine parce qu'elle éduque mal ses enfants, ça va être à mon voisin parce qu'il a telle ou telle religion. Si j'essaie de résumer, je vous ai demandé ce qui allait bien en France. Vous dites au fond que la France est un peuple politique et que c'est une bonne chose, qu'il y a un fond de bienveillance et d'intelligence chez les Français, c'est ça que vous dites? Mais oui. En fait, l'éducation au berceau de la Révolution française, l'égalité, l'aspiration à l'égalité, l'intolérance à l'injustice, c'est quelque chose qui est très fort en France, qui continue de rayonner à travers le monde, je le pense, et qui pour moi est je l'espère du moins, indestructible. Mais attention à ne pas perdre non plus ce fil historique. Et on est peut-être aujourd'hui dans une période un petit peu déséquilibrée par rapport à cela, notamment quand on voit l'expression électorale de l'extrême droite. Alors, vous avez cité immédiatement, quand je vous demandais ce qui allait bien, notamment, je ne sais pas si vous avez employé le terme, mais ce trésor de la laïcité française, qui est une spécificité. On sait, et ça fait des années qu'on en parle, certains estiment que la laïcité est malmenée, qu'elle est remise en cause. Cette question aujourd'hui de l'islamisme, de son entrisme, pour reprendre le mot d'ailleurs qui a été employé il y a quelques jours par Gabriel Attal, notamment dans les établissements scolaires, est-ce que ce sujet-là est un pur fantasme ou est-ce qu'il correspond à une réalité selon vous? Mais d'abord, il y a une réalité militaire, on va dire policière, qui est celle de l'islamisme militant, militarisé, c'est-à-dire la question du terrorisme. Donc la France a été confrontée à cela en 2015. Il y a actuellement encore des projets d'attentats qui sont déjoués. C'est une question qui est une question d'ordre de la sécurité nationale. De la sécurité, ouais. Voilà. Et donc ça relève d'une stratégie de renseignement, etc. On a pu dire à la France insoumise souvent qu'on trouvait qu'il n'y avait pas assez de moyens, par exemple, dans les renseignements, que le traitement politique n'était pas encore tout à fait au point et qu'on pouvait l'améliorer. Tout ceci, pour moi, n'a rien à voir avec le discours ambiant très superficiel, très nul intellectuellement à l'égard des musulmans et des musulmanes de ce pays. C'est-à-dire et alors Gabriel Attal, qui lui emporte la critique de l'islam aux élèves, alors là je trouve ça déflagrateur, parce que précisément l'école doit être le lieu où on doit être préservé de tout ceci. Donc on dit aux enfants et aux élèves, parce que les petits, ils manifestent pas trop leur religion, mais l'adolescence est un moment où on cherche des groupes d'appartenance. On a tous fait ça quand on était ado. Ça pouvait être un style de musique, ça pouvait être un groupe de sport auquel on était affilié. Et de conformité aussi. C'est très caractéristique de l'adolescence. Et à cet âge-là, nos lois disent aux élèves, aux adolescents, OK, mais il ne faut pas le manifester dans la cour d'école, il ne faut pas le manifester dans la classe. Si tu décides de faire de la religion musulmane ou juive ou catho ou quoi que ce soit, à un moment donné, un moment d'affirmation, un sujet d'affirmation, tu n'as pas le droit de le faire. Donc on dit, pourquoi? Parce que c'est la laïcité. La laïcité est un principe de séparation entre ce qui relève de l'intime et ce qui est le commun. Et ça impose la neutralité de tout ce qui est l'État, on va dire. Moi, je me l'applique, par exemple, comme députée. Moi, je ne rentre pas esqualité dans les lieux de culte. Déjà, on impose ça aux élèves. C'est pas exactement la même chose les élèves que les profs. Les profs sont soumis, bien sûr, à l'obligation de neutralité religieuse.
on l'entend parfaitement. Les élèves, c'est déjà un petit peu plus questionnable, mais on leur dit c'est parce que ça vous protège, ça vous crée un havre. Qu'est-ce que vous cherchez à dire qui lui importe la religion dans l'espace scolaire. C'est lui qui le fait, c'est lui qui fait la rentrée. En interdisant l'abaya, vous Par voulez dire ? exemple, il a le camis, etc. Il fait la rentrée là-dessus. C'est-à-dire, vous dites qu'au fond, il faudrait laisser les jeunes s'habiller comme ils veulent, y compris dans une affirmation identitaire ou religieuse dans les établissements scolaires. Moi, je suis pour le respect de la loi 2004. La loi, pas de signe ostentatoire de religion. Ça me semble être un bon équilibre et qui est globalement respecté. Par les élèves et les familles. Bon, après, lui, les professeurs, Gabriel Attal, il dit à la rentrée scolaire, alors qu'on a des problèmes, je veux dire, par exemple, actuellement, il y a un grand mouvement en Seine-Saint-Denis pour l'école publique, parce qu'il nous manque des adultes partout. Moi, j'ai fait un audit de la situation scolaire dans ma circonscription, c'est 100 établissements. Dans tous les établissements qui répondent, il manque un adulte, que ce soit CPE, que ce soit Pion, enfin, assistant d'éducation. Et alors, au lieu de cela, le ministre dit il y a un problème, il y a des jeunes en camis, mais c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, puis s'il y en avait, c'est des poignées. On parle de petites dizaines de personnes, c'est géré, mais en faisant un sujet national, en fait, vous agressez tous les élèves, vous agressez tous les ados, en faisant de l'école un lieu non plus protégé, mais vraiment au centre de grandes polémiques qui sont très agressives parce qu'elles sont dogmatiques. En 2010, Jean-Luc Mélenchon, vous le savez, c'était dans Marianne, disait que les femmes voilées s'auto-stigmatisaient. C'était le terme qu'il employait. Bon, sa position, on le sait, a depuis beaucoup changé. Il avait raison à l'époque ou il se trompait ou c'est l'inverse ? Bon, je n'ai pas envie de commenter ce que disait Jean-Luc Mélenchon en 2010. Peu importe que ce soit lui qui l'ait dit ou pas, mais enfin, c'est pas anodin tout de même comme propos, ce qu'il disait à ce moment-là. Non, c'est pas anodin et ça relève d'une critique des religions en général. C'est-à-dire, ça relève en général de cette façon, d'une critique de la façon dont les grandes religions monothéistes placent la femme à un certain endroit. Donc, je pense que j'imagine que c'était un propos qui était renseigné par l'engagement féministe aussi contre cela. Entre-temps, l'islam est devenu une arme contre les populations. C'est-à-dire les politiques utilisent l'islam pour retourner contre eux-mêmes la propre religion aux gens, quoi. Donc, du coup, nous, on est obligés de justement, dans le respect de la laïcité, qui est cette séparation entre la politique et l'intime, on a été obligé de se dresser pour dire mais vous arrêtez maintenant, vous arrêtez de vous attaquer aux musulmanes et aux musulmans du simple fait de leur religion. Faut arrêter maintenant. Moi, quand j'ai commencé à militer, vous pensez que la frontière entre islam et islamisme n'est pas respectée par ceux qui prétendraient s'en prendre à l'islamisme, mais qui de fait s'en prendraient à l'islam? Évidemment. De toute façon, il y a même une chaîne qui est consacrée à ça, qui est CNews. C'est leur fonds de commerce. L'extrême droite, Zemmour, il y a eu un candidat Zemmour, ils ne font que ça. Et eux, d'ailleurs, ils disent qu'il n'y a pas de frontière. Ils la nient ouvertement. C'est pas une question d'opinion. Eux, ils militent pour dire qu'il n'y a pas, en réalité, de frontière. C'est un continuum. Et par conséquent, les musulmanes et les musulmans sont une sorte de cinquième colonne qui, par vocation, va détruire la République. C'est quand même leur thèse. Ce qui se passe et ce qui s'est passé dans certains établissements scolaires, les professeurs assassinés, ceux qui sont menacés de mort. C'est du terrorisme, ça, Frédéric Rivière. Il y a encore quelques semaines, dans le 12e arrondissement de Paris, le lycée Maurice Ravel. Ça, c'est une réalité. C'est différent, c'est du terrorisme. Ça, c'est une réalité. Alors là, par exemple, c'est important, c'est bien qu'on ait le temps, parce que précisément, vraiment typiquement, ça, c'est le genre de choses sur lesquelles c'est dangereux de faire de la moitié. Samuel Paty, les professeurs assassinés. Dominique Bernard. C'est du terrorisme. C'est ce dont vous parliez au début de notre entretien sur cette question. Oui. Et sur Dominique Bernard, les profs avaient alerté. Même en réalité, sur l'assassin de Dominique Bernard, les renseignements étaient sur le coup puisqu'il avait été contrôlé quelques jours avant. Mais à un moment donné, il y a eu un trou dans la raquette. Ça relève de l'antiterrorisme, sur lequel il faut mettre davantage de moyens. Mais ça n'a rien à voir avec Maurice Ravel. Il avait été menacé, qu'il était dans le viseur parce qu'il avait montré des caricatures. Donc ça révèle bien tout de même une hyper-réactivité à certains sujets. Mais l'islamisme radical, terroriste, est un fascisme, Frédéric Rivière. Et il existe dans les écoles. Non,
C'est pas, je veux dire, là, dans ce cas-là. Non, mais attendez, il existe dans la société, Oui. il existe dans le monde dans lequel nous sommes. Donc, par rapport à ça, il faut avoir aucune naïveté. Aucune. Et il ne faut pas mésinterpréter les signaux. Il y a des signaux. Je vous le dis, dans le cas de Dominique Bernard, des enseignants avaient fait des signalements. Mais vous voyez, mesurer aussi l'état du service public pour faire face à tout ça. Admettons que dans le cas de Dominique Bernard, on est face à une situation où il y avait par exemple un aspect psy qui avait pu être relevé, etc., ou qui aurait dû montrer davantage d'attention de la part des services publics. Je prends un exemple. À Bobigny, chez moi, il y a un centre médico-psychologique pour enfants. D'accord ? Est-ce que vous savez combien de temps il faut pour le premier rendez-vous ? C'est-à-dire, je prends un cas d'école, un instituteur, professeur des écoles en maternelle, moyenne section, voit un enfant, il dit, lui ou elle, il faudrait peut-être faire une vérification, un examen, il a peut-être besoin d'aide. Ok, il est signalé. Le premier rendez-vous, Frédéric Rivière, c'est 3 ans après. À Bobigny, aujourd'hui, au CMP, vous avez un premier rendez-vous au bout de 3 ans. C'est-à-dire que cet enfant-là, il va être vu par une équipe pluridisciplinaire pour la première fois au bout de 3 ans, c'est-à-dire en CM2. Donc, ce que vous dénoncez là, c'est l'état des services publics. Et vous dites que si l'éducation nationale se portait mieux, par exemple, comme les renseignements, l'entrisme islamisme, pour reprendre la formule de Gabriel Attal, il y aurait peut-être moins de prégnance. Gabriel Attal, il se déculpabilise lui-même en parlant, en faisant de l'agitation sur la Camis. Parce que le Camis des soi-disant adolescents qui rentrent, là, c'est pas du terrorisme. Et il le sait parfaitement. En revanche, il laisse des services de l'État dans des situations de carence, et c'est sa faute à lui. Il ne fait rien. C'est la faute du Premier ministre. C'est la faute d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il est là depuis 7 ans. D'accord ? Donc ces gens-là organisent leur propre impunité politique, qui est quand même la marque de fabrique du macronisme, mais aussi de la Ve République en général, parce que l'idée d'avoir une puissance politique qui est irresponsable devant le Parlement, devant tout le monde, qui fait 49-3 à tout bout de champ, c'est une culture de l'impunité. Mais cette impunité, elle est faite en désignant des boucs émissaires. Et c'est le rôle qui a été assigné par les macronistes et l'extrême droite aux musulmans de France. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, en 2024, il ne suffit plus de dire, par exemple, d'avoir un engagement féministe contre les idéologies, les dogmes patriarcaux. Il ne suffit plus de défendre la laïcité, ce qui, au demeurant, devient extrêmement difficile, vous le remarquiez tout à l'heure, parce que qui respecte la laïcité, pardonnez-moi ? Moi, je vois aujourd'hui les maires LR, les députés LR qui passent leur vie à célébrer la Vierge le 15 août. En fonction de leur circonscription, les élus passent leur temps dans les lieux de culte, les uns les autres, etc. Pourquoi ? Parce que aux élections, il y a de moins en moins de gens qui votent, et avoir les bons offices de tel ou tel dirigeant religieux devient une sorte de façon d'être réélu pour des élus qui aujourd'hui ne respectent pas la laïcité. Alors allez dire ensuite après aux adolescents, allez expliquer pourquoi la laïcité c'est important. Et moi je le fais, je suis élue de Seine-Saint-Denis. Je suis élue de Bobigny, de Drancy, du Bourget. Je parle laïcité, je défends la laïcité. J'en parle avec mon ami Abdel Sadi, qui est maire de Bobigny, qui lui est très connecté sur les différentes religions et les autorités religieuses. Et je lui dis pourquoi moi je ne le ferai pas, pourquoi c'est important. Et j'ai l'impression de l'Amérique du Nord qui me mord la nuque, Frédéric Rivière. J'allume Netflix, je vois des séries télé avec des adolescents qui ont tous leurs attributs de religion sur eux, ça ne pose de problème à personne dans ces classes anglo-saxonnes. Mes enfants ados me disent, mais pourquoi il faudrait retirer son expression religieuse ? Ils nous disent qu'on est raciste, en gros, parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'il n'y a pas un seul adulte qui est capable de respecter réellement la laïcité, à commencer par Gabriel Attal. Raquel Garrido, nous allons maintenant découvrir et écouter votre choix musical. Il s'agit d'un chanteur uruguayen, Alfredo Zitarrosa, né en 1936 et mort en 1989. Le titre que vous avez choisi, je vais vous laisser l'annoncer parce que vous le prononcerez beaucoup mieux que moi. Pal que se va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad.
Cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas nomás. No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Alfredo Zitarrosa, chanteur uruguayen, Raquel Garrido. Vous nous dites quelques mots sur le choix de ce chanteur et peut-être aussi du titre que vous avez retenu? Alfredo Zitarrosa, c'est le grand chanteur populaire engagé de l'Uruguay. Cette chanson, Pal que se va, c'est para el que se va, pour celui qui part. Il dit no te olvides del pago. Le pago, c'est le village en uruguayen, en argentin. Si te vas para la ciudad. Cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar. C'est plus tu vas loin, plus tu dois te souvenir. C'est une chanson en fait d'exil. Faut pas oublier ses racines, quoi, c'est ça. Voilà, faut pas oublier d'où on vient. Et c'est une chanson qu'on chantait beaucoup quand j'étais enfant, ado, avec mes parents, parce que mes parents animaient les fêtes de solidarité au Chili. Et nous devions, avec ma sœur, chanter toutes ces chansons-là. Et d'ailleurs, j'ai reformé un groupe l'année dernière pour chanter ces chansons-là. On a fait une représentation à Bagnolet pour les 50 ans du coup d'État au Chili. Et on va recommencer. Là, je chante le 9 juillet en Avignon avec ce groupe qui vient en fait faire un bras culturel du travail que je fais aussi en tant que vice-présidente du groupe d'amitié parlementaire France-Chili. Où l'on retrouve les cordes vocales. Oui. Ah oui, et pourquoi l'Uruguay? Parce que un de mes idoles en politique, j'ai deux grands idoles, Salvador Allende, évidemment président du Chili, qui a été élu par la voie pacifique et qui ensuite a été assassiné après le coup d'État du 11 septembre 1973, et José Pepe Mujica, qui a été président de l'Uruguay et qui lui-même a été emprisonné aussi parce qu'il était Tupamaro, il a été dans les geôles argentines de la dictature, il est devenu président et il a annoncé cette semaine qu'il était atteint d'un cancer de l'œsophage. Et à l'occasion de cette annonce, il a fait un message à la jeunesse, los pibes, comme on dit en Argentine et en Uruguay, et puis il a dit des choses très, très évidemment, comme toujours, très intelligentes, mais il a dit luttez pour l'amour, ne vous laissez pas griser par la haine. Il dit la vie, elle est belle et ça ne vaut pas le coup de gâcher son temps en stupidité. Merci d'être avec nous. Vous écoutez l'Atelier politique. C'est Raquel Garrido, députée NUPES de Seine-Saint-Denis, qui est notre invitée. Et c'est Mathias Golchani qui réalise cette émission. Raquel Garrido, depuis plusieurs mois, le conflit israélo-palestinien qui a ressurgi brutalement et dramatiquement dans l'actualité avec la terrible attaque du Hamas le 7 octobre et la violente riposte israélienne depuis, est au cœur du débat public en France et déchaîne les passions. Est-ce que vous employez le terme de génocide pour qualifier la riposte israélienne à Gaza, comme le font par exemple Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot, la présidente du groupe, ou Rima Hassan, qui est sur la liste des européennes pour la France insoumise? Il y a des mots dans ce conflit qui relèvent de l'analyse politique. Par exemple, le mot terroriste. C'est pas une notion juridique à l'échelon international, le terrorisme. Et donc, quand le 7 octobre, il a fallu qualifier de terroriste l'attaque du Hamas contre les Israéliens du sud d'Israël et les civils, les femmes, les kibboutz, les festivaliers, il fallait, selon moi, le faire. Moi, je fais partie de celles qui ont dit tout de suite que c'était une attaque terroriste. Puis bon, finalement,
je pense que le groupe insoumis, dans son ensemble, a fini par... Avec plus ou moins de difficultés tout de même. Avec un petit délai, on va dire, de 24 heures. Mais je pense que c'est aussi parce qu'ils ont communiqué. Le premier communiqué était très rapide et peut-être qu'ils n'avaient pas vu toutes les images. Mais en tout cas, il fallait dire que c'était du terrorisme et que le Hamas est une organisation terroriste. Le génocide est une qualification pénale internationale qui est définie par le statut de Rome, qui est la convention internationale qui met en place la Cour pénale internationale. La Cour internationale de justice nous a dit il y a déjà 3 mois qu'il y avait un risque génocidaire. On le sait, dans le gouvernement actuel de Netanyahou, il y a des ministres, et d'ailleurs c'est relevé dans la décision de la Cour, qui ont ouvertement dit qu'il fallait éliminer les Palestiniens de cette terre, qui ont un rapport messianique à ce territoire. Ils disent la Judée-Samarie, ils utilisent en fait des noms géographiques de la Bible. Et donc eux, très clairement, ils sont dans une optique de détruire tout ou partie d'un groupe, un groupe national, les Palestiniens. Et ça rentre parfaitement dans la qualification de génocide. Et c'est pour ça que la Cour a alerté en disant, attention, s'il n'y a pas des mesures qui sont prises par le gouvernement israélien, on va tout droit vers le génocide. Et ça, c'était il y a 3 mois. Et ces mesures-là n'ont pas été prises. Donc, c'est logique que aujourd'hui, des gens disent attention, regardez la définition de génocide. Voilà, quand vous empêchez les gens de manger, notamment Jean-Luc Mélenchon ou Mathilde Panot disent pas il y a un risque de génocide, ils disent un génocide est en cours. Bon, moi, ça là, c'est ma casquette d'avocate. D'une façon générale, quand il s'agit de qualification juridique, cette précaution dans l'emploi des mots. Je pense qu'il faut faire la différence entre la fonction juridictionnelle, qui est celle c'est-à-dire où un juge, un magistrat va donner une qualification juridique à des faits après ce qu'on appelle une procédure, c'est-à-dire une procédure contradictoire, sur la base de preuves. Voilà. Je pense qu'il faut toujours préserver, quand on est politique, de donner soi-même des qualifications pénales, des qualifications juridiques. C'est un métier, c'est une fonction sociale, ça s'appelle la justice. Bon, cela dit, ça fait quand même 3 mois que la Cour internationale de justice nous a dit qu'il y a un risque génocidaire. Le gouvernement Netanyahou n'a pas cessé les bombardements, donc là, objectivement, quand on est politique, il faudrait pas dire c'est un génocide, mais il faudrait pas non plus dire c'est pas un génocide. Vous voyez, c'est pas un génocide. C'est une opinion politique qui en fait n'a pas de sens. Juridiquement, on a déjà des très gros indices qui ont été donnés et analysés comme tels par la Cour internationale de justice, qu'on va tout droit vers le génocide. Et donc, je trouve que c'est normal de s'alarmer et de demander, en ce qui nous concerne, nous les Français, à Emmanuel Macron, d'agir pour faire cesser le presque génocide. Raquel Garrido, il ne nous reste pas un temps fou, il nous reste une douzaine de minutes. Et je voudrais qu'on ait le temps de parler un peu de la France dans l'avenir et puis du monde aussi. On va essayer d'imaginer la France demain. Est-ce que la 6e République, vous en avez parlé dès le tout début de notre entretien, est-ce que la 6e République est toujours votre horizon et quels seraient les premiers changements les plus marquants, les plus palpables si cette 6e République voyait le jour? Oui, je pense que c'est absolument fondamental le grand changement démocratique en France. Les institutions de la 5e République, pour moi, elles sont caduques, elles sont belligènes, parce que c'est insupportable d'avoir une personne, le président de la République, qui dispose d'autant de pouvoirs gouvernants et qui soit irresponsable. Ça n'existe, irresponsable politiquement, j'entends, c'est-à-dire qu'il ne rende compte à aucune autre institution, qu'il ne peut être délogé par aucun contre-pouvoir institutionnel. Ça n'existe dans aucune démocratie, il n'y a qu'en France que c'est comme ça. Les personnes qui disposent de pouvoir doivent en rendre compte, c'est ça la base de la démocratie. Donc il nous faut un système politique, un régime politique nouveau, où les personnes qui agissent au nom des autres sont responsables. La responsabilité politique doit venir rompre avec la culture de l'impunité politique qui vient d'en haut, qui vient du président de la République, mais qui va rejaillir en cascade sur toute la classe politique. Vous savez, des notables, des présidents de régions, des présidents de départements, des présidents de communes qui disent « je fais ce que je veux, j'écrase l'opposition, j'écrase même ma majorité ». Tout ça, ça doit changer. Et donc, avec l'idée d'une participation citoyenne qui monte en grade. Donc, il faut avoir le droit, par exemple... Alors, ce changement le plus marquant, ça serait la possibilité de révoquer... Par exemple, la possibilité de révoquer les élus en cours de mandat. Je pense que ce contrôle... En fait, aujourd'hui, il y a une grande défiance de la politique. Moi, je pense très difficile de transformer la défiance en confiance. Les gens ont été trahis trop de fois. Donc, il faut transformer la défiance en contrôle,
tout simplement, contrôle citoyen. Alors, je dis pas à tout bout de champ, ça veut pas dire que le lendemain d'une élection, il faut la recommencer, ça veut pas dire que ça doit être facile et qu'il suffit que 2 personnes le demandent pour qu'il y ait un référendum de révocation. Tout ça, c'est de l'intendance. Après, derrière, on peut décider que c'est pas possible la première année parce qu'on vient d'être élu, que c'est pas possible la dernière année parce que, attends, il y a une nouvelle élection qui arrive, sois un petit peu patient. Bon, mais c'est de l'idée. C'est l'idée que les élus, je pense, changeraient de comportement s'ils savaient qu'ils étaient révocables. Et en même temps, les citoyens s'intéresseraient sans doute davantage aux élections s'ils savaient que les programmes allaient être vraiment appliqués. Parce que justement, les élus sont irrévocables. Je pense que ça crée un cercle vertueux. Ça existe dans un tas de pays. Et c'est ça, la 6e République, en fait. Au fond, c'est venir clore une ère qui maintenant dure depuis trop longtemps, depuis 1958, qui est d'essence monarchique, en fait, en réalité. On se fait avoir dans cette grande histoire française dont je parlais tout à l'heure, cette histoire républicaine française, la 5e République. La série de 49.3 qu'on subit maintenant depuis 2 ans est incompatible avec nos standards démocratiques. Le fait d'avoir passé la loi retraite par 49.3, alors que la France entière était contre. Vous aviez un homme seul, le président, qui s'impose. Je rappelle que le 49.3, c'est une procédure d'adoption d'un texte sans vote. Exactement, c'est-à-dire ce que dit exactement le texte. Et on peut considérer comme adopté, je mets les guillemets, considérer comme adopté une loi qui, en fait, ne l'a pas été. Donc ça n'est pas... Elle l'a été au regard de la Constitution, mais enfin, non, mais elle n'a pas été votée démocratiquement. Elle n'a pas été votée. Nous étions le 16 mars, souvenez-vous, tous, là, les députés, et 10 minutes, mais même les macronistes étaient choqués, 10 minutes avant, le président Macron décide qu'il n'y a pas de vote. Pourquoi ? Parce qu'il est sûr de le perdre. Mais vous enseignez vous-même à vos enfants dans la cour d'école que la règle du jeu, elle se respecte. Un coup, on gagne, un coup, on perd. Mais c'est pas parce qu'on a perdu qu'il faut prendre le ballon, le casser et frapper ses petits camarades. Mais le président de la République n'a pas cette éthique-là. Il n'a pas l'éthique de sa fonction gouvernante. L'éthique de la fonction gouvernante, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut rétablir en France. Ou rétablir, je sais pas, je dis ça comme si ça existait avant, mais en tout cas, instaurer en France, avec un attachement de tous à se dire, OK, quelles sont les règles communes que nous voulons nous appliquer, quels sont nos grands principes, nos grandes libertés. Et l'Assemblée constituante pour une 6e République me paraît un horizon tout à fait enthousiasmant. Moi, ça fait 1 an que je tourne en France avec une campagne qui s'appelle La France a 49.3 raisons de passer à la 6e République. On a fait des réunions en mode ruche comme ça, où tout le monde délibère, tout le monde parle, les hommes, les femmes. On fait ça dans les petits villages, dans les grandes villes, dans la banlieue. J'en fais beaucoup dans ma circonscription. Et les gens comprennent qu'ils ont une légitimité à la chose publique, qu'en fait c'est à nous, que la démocratie, c'est pas des gouvernants qui disent quoi faire aux gens, c'est des gens qui disent quoi faire à des gouvernants. C'est ça la démocratie. Donc il faut mettre en place ceci et ça permettra les avancées en matière de justice sociale ou de respect de l'environnement. Je vous propose, Raquel Garrido, de porter votre regard maintenant un peu au-delà de nos frontières, pour évoquer donc le monde maintenant et demain. Une question très générale. Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui dans l'état du monde ? Il y a de nombreux sujets. Il y a la pauvreté, il y a les guerres, il y a le climat. Est-ce que vous vous dites qu'il y a aujourd'hui une priorité des priorités que peut-être les instances internationales comme l'ONU devraient saisir pour essayer d'améliorer les choses ? Il me semble que l'évidence, c'est que le plus prioritaire, c'est le climat. Parce que longtemps, la gauche a été essentiellement focalisée sur la justice sociale, sur la lutte contre la pauvreté, sur le fait qu'il fallait que le travail paye, sur la dignité de l'homme au travail. Jean Jaurès, par exemple, disait la révolution a fait de l'homme un citoyen dans la cité, un roi dans la cité, mais l'a maintenu serf dans l'entreprise. Donc longtemps, notre combat s'articulait autour vraiment de la place du producteur, de la productrice. Sauf que, alors que ce combat continue et qu'il est tout à fait à l'ordre du jour, on voit bien à quoi ça sert d'obtenir une augmentation de salaire si dans 50 ans, la Camargue a disparu, si en réalité on ne peut plus vivre parce que les drames et les catastrophes climatiques rendent en fait tout simplement notre vie sur Terre pas habitable. Donc d'abord le climat, mais pour le climat, il faut rendre des activités, ces activités-là qui provoquent les gaz à effet de serre, qui changent, qui massacrent la biodiversité, qui altèrent la qualité des sols, et qui du coup, empêche l'humanité de survivre, toutes ces activités-là, il faut qu'elles s'arrêtent. Vous voyez, moi là-dessus, je suis très radicale. C'est-à-dire, je pense, vous voyez, pendant le Covid... Est-ce que c'est possible tout ça sans une réduction de la production qui entraînerait une décroissance peut-être incontrôlée ?
Non, de toute façon, la décroissance incontrôlée, ça s'appelle les fermetures d'usines, les chômages, etc. Ça, c'est la décroissance incontrôlée. Non, ça, c'est parfois de la stratégie d'entreprise. Oui, enfin, tout ça. Non, mais contestable peut-être, mais parfois, c'est d'ordre stratégique. Au contraire, je pense qu'il faut que tout ça soit vraiment ordonné à partir de points de référence qui s'appellent l'intérêt général. L'intérêt général de l'humanité dans sa propre survie. On est capable de le faire. Regardez pendant le Covid. Pendant le Covid, on a annihilé nos libertés individuelles. On nous a dit c'est pour l'intérêt général de santé. Il ne faut plus sortir de chez soi. On l'a fait. Puis on l'a fait plutôt de bon cœur. Si on compare à d'autres pays, les Américains, par exemple, ils ont dit non, c'est pas à l'État de nous dire de pas sortir. Non, là, celui qui m'empêche de sortir, je prends ma carabine. Bon, ça c'est aux Américains, il y a pas d'intérêt général. En France, on a quelque chose de plus holiste qui s'appelle l'intérêt général et qui est hiérarchiquement, culturellement, au-dessus de l'intérêt particulier. Donc on l'a accepté. Et bien pour le climat, ça doit être pareil. L'intérêt privé de l'accumulation de richesses doit très clairement descendre en dessous de l'échelle des valeurs pour que l'intérêt général de la survie de l'humanité s'impose, voire constitutionnellement. C'est aussi un des intérêts d'une grande assemblée constituante pour la 6e République, c'est de remettre ces choses-là dans le bon ordre. Et ce qui fait que il y a certaines activités hyper lucratives qui doivent cesser au bénéfice d'autres activités qui aujourd'hui sont en carence. Si vous voulez vraiment alimenter la France, je parle que de la France, qui est un petit pays dans le monde, avec une agriculture vivrière qui ne détruit pas les sols, il faudrait actuellement 300 000 élèves dans les lycées agricoles, actuellement, pour qu'il y ait des jeunes candidates et candidats à l'activité d'agricultrice et agriculteur. Au lieu de ça, on a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Voilà la réalité dans laquelle nous sommes. Donc en fait, le système est inapte à trouver les grandes solutions. Et c'est pourtant ici que se trouvent les priorités. Dans le monde de demain, Raquel Garrido, est-ce que vous imaginez les pays du Sud occuper une position plus forte, que ce soit sur le plan diplomatique ou économique, qui vont parfois de pair d'ailleurs? Mais c'est déjà le cas. Elle est plus forte qu'avant, mais est-ce que vous la voyez non, mais cette tendance, elle est lourde. Vraiment de l'ampleur? Cette tendance, elle est lourde. Alors évidemment, elle s'incarne surtout dans un premier temps par l'émergence de géants du Sud, les BRICS, etc., dans un contexte d'affaiblissement des États-Unis. Du dollar, etc. Ça fait quand même un certain temps qu'on annonce une espèce de déflation des États-Unis comme gendarme du monde. D'un Occident tout puissant. Oui, puis parce que le dollar en fait ne vaut rien. Toute la dette états-unienne est entre les mains des Chinois. Ce modèle en fait, les États-Unis. Les Chinois plutôt exportent toutes leurs marchandises low cost aux États-Unis, qui voient que tous ces dollars sont en Chine. Enfin bon, bref, tout ça, c'est un système qui est mauvais pour la planète, qui est mauvais pour les travailleuses et les travailleurs, qui ne marche pas. Donc là, il y a une hégémonie militaro-politique des États-Unis qui est mise en cause. D'ailleurs, si Trump est élu, je souhaite bon courage à tous ceux qui, en Europe, depuis des années, sont attachés mordicus à l'OTAN, par exemple. C'est-à-dire, il y a quand même quelques carences dans la réflexion même des élites européennes qui disent, oui, bien sûr, l'OTAN, ils ne jurent que par l'OTAN, et l'OTAN avec Trump, c'est quoi? Et vous croyez au concept de Sud global? Ça a du sens pour vous? C'est une réalité démographique, c'est une réalité politique, mais bon, c'est pas nouveau. Il y a eu des tentatives pendant la guerre froide d'avoir des regroupements non alignés qui ont défendu des intérêts propres, qui n'étaient pas d'être comme ça rattachés à l'un des 2 camps de la guerre froide. C'est quand même la majorité de l'humanité, mais et c'est tout à fait normal. Après, il y a des différentiels d'avancée économique. C'est sûr que nous dans les pays riches, on a aussi beaucoup surexploité les ressources naturelles des pays du Sud, les travailleuses et les travailleurs des pays du Sud. Il y a aussi des rééquilibrages qui doivent se faire, mais ça peut pas être, à mon sens, non plus en galvaudant toutes ce que je disais tout à l'heure sur les mesures, la réglementation en climatique, environnementale, parce que sinon, on va tous y perdre. Vraiment, en un mot, vous êtes plutôt optimiste ou pas sur l'avenir de la France et du monde?
Bon, moi, je suis par nature optimiste parce que je pense que l'être humain est capable de tout. Il est capable du pire, mais il est capable du meilleur. Et je pense que nous sommes des animaux nécessairement collectivistes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas survivre tout seul. Et l'idée, il est fou celui qui pense et qui développe cette idée du self-made man ou self-made woman. Donc soyons solidaires et comme ça on s'en sortira. Merci Raquel Garrido d'être passée à l'atelier Merci à vous politique. Frédéric Rivière. Merci.